Bonjour Antonin. Bonjour. Alors, Antonin Bergeau, je suis ravi de te recevoir sur le comptoir IA pour un épisode, 109e épisode. On est le mercredi 18 décembre 2024. Antonin, toi tu es économiste, tu es professeur d'économie à HEC. Avoir un économiste parmi nous pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur la révolution de l'IA, c'est vraiment très précieux. Donc on est ravis de pouvoir apporter cet éclairage à nos auditeurs juste avant donc les vacances de Noël 2024 et aussi donc 2 ans après la sortie de ChatGPT, 2 ans tout pile. Donc je suis très 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 curieux d'avoir un petit peu ton point de vue sur cette technologie, sur ce qu'elle a changé, sur ce qu'elle va changer. Écoute, merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors Antonin, je rajoute en plus pour nos auditeurs que j'ai vu que tu avais été quand même nommé parmi les 3 meilleurs économistes français, les jeunes économistes français en 2024. Donc c'est super. Et tu as sorti aussi, ce qui nous intéresse très fortement, un rapport sur comment est-ce que l'IA impacte les métiers il y a quelques mois. Je suis très intéressé pour que tu nous partages un petit peu les conclusions de ce rapport. Première question, Antonin. Donc, comment est-ce que tu as vu, toi, l'impact de l'IA générative depuis 2 ans au niveau technologique et dans la société, quoi? Alors, dans mon travail, c'est-à-dire dans mon quotidien et dans les quotidiens de mes collègues, donc nous, notre travail, c'est en grande partie d'enseigner et aussi de faire de la recherche. Donc on utilise à peu près tous plus ou moins l'IA générative pour les 2 segments. Pour la recherche, c'est très pratique. C'est-à-dire que vraiment, je pense que il y a une petite phase d'adaptation pour comprendre un petit peu ce sur quoi les IA génératives sont utiles et ce sur quoi elles sont pas forcément utiles. Au début, on avait un peu, quand ChatGPT est arrivé, comme tout le monde au début, on bidouille un peu pour faire des trucs rigolos, genre écrire des chansons, etc. Puis après, on se rend compte que ChatGPT, il code quand même super bien. Moi, je suis économiste, donc on fait un peu de code, on développe pas non plus des programmes hyper compliqués comme dans d'autres métiers, mais bon, on code, voilà, on analyse des données. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Concrètement, il y a des choses que avant, soit je faisais pas parce que je savais que ça allait me prendre 3 jours et que en définitive ça valait pas le coup, soit que je savais pas faire, soit que je faisais mais ça me prenait un temps fou et c'était pas hyper agréable. Donc ça, c'est clair que voilà, demander à ChatGPT d'écrire un code pour nettoyer une base de données, ChatGPT ou autre d'ailleurs. D'écrire un code pour présenter les données avec un graphique qui est rouge et bleu et puis avec l'épaisseur du trait qui a augmenté. Enfin, les trucs qu'avant on cherchait sur Google et ça me prenait plus longtemps. Bien sûr. Ensuite, pour l'enseignement, Ouais. c'est un peu plus difficile de trouver le bon outil et la bonne façon d'utiliser. Nous, en fait, l'IA générative, c'est plutôt un problème à court terme pour les enseignants puisque les étudiants utilisent beaucoup. Ils l'utilisent pas très bien. C'est-à-dire qu'ils délèguent beaucoup trop aux IA génératives leurs devoirs, les questions qu'on leur pose. Et surtout, on est obligé du coup de s'adapter, c'est-à-dire de trouver des examens et des devoirs qui ne sont pas complètement faisables par ChatGPT ou équivalent. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous compris que de toute façon, on devait faire évoluer la manière dont on enseigne, et puis on ne va pas faire semblant que ces trucs n'existent pas, et puis dire aux étudiants de ne pas les utiliser, que c'est interdit. En même temps, on a envie de leur faire comprendre que pour qu'ils l'utilisent de manière intelligente, il faut d'abord qu'ils aient compris sans l'IA, qu'ensuite ils utiliseront l'IA pour aller plus vite. Et ça, c'est très difficile, évidemment, de le faire accepter. Donc pour l'instant, on est un peu dans cette phase transitoire où on est rendu à faire des devoirs sur papier, sans ordi. Enfin, voilà, c'est... Ah oui. Ouais. Donc, mais est-ce qu'il t'arrive de leur demander, par exemple, de leur dire, tiens, sur ce travail, il ne faudrait pas utiliser l'IA pour un travail à la maison, je veux dire, par exemple? Non, enfin moi j'enseigne plusieurs cours, dont certains où de toute façon l'IA est pas très utile puisque c'est essentiellement des choses à connaître et à restituer. Et puis la restitution est sur papier, donc beaucoup.
Voilà, mais j'enseigne aussi l'économétrie, c'est-à-dire l'analyse de données, où là, notamment pour l'introduction, les choses simples, en fait, il n'y a aucune raison objective de leur dire de ne pas utiliser l'IA, si ce n'est que s'ils utilisent l'IA, ils vont jamais apprendre par eux-mêmes, et donc en définitive, ils finiront par faire confiance aveuglément aux outputs de l'IA et les copier-coller dans leur code, et puis en fait, quand ça ne marchera pas, ça va leur faire perdre un temps fou. Donc moi, ce que je leur dis, c'est d'essayer d'abord de faire par eux-mêmes et ensuite de vérifier avec l'IA, ou de demander éventuellement d'interagir avec l'IA, d'échanger, voir pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui... Voilà. Mais D'accord, voilà, la compréhension, l'apprentissage en fait, l'effort, voilà. l'effort qui amène à l'apprentissage, quoi, aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc ça, ce qui est bien, c'est que récemment, il y a différents outils qui sont sortis, qui sont un peu plus axés sur l'aspect pédagogique. Il y a notamment le notebook de Google, qui fait qu'en fait, on peut lui charger des cours, on met les documents qu'on a en cours, et puis les étudiants peuvent l'utiliser pour poser des questions. Le problème, c'est que c'est pas encore au point, je trouve, pour un niveau, on va dire, études supérieures, où il faut vraiment être capable de expliquer. En fait, les étudiants ont besoin souvent qu'on leur réexplique quelque chose qui est déjà expliqué dans les slides ou dans les cours, mais qu'on l'explique avec d'autres mots, avec d'autres façons, et éventuellement qu'ils puissent insister sur un point et il y a de cas de répondre. Et ça, pour le coup, le problème de ces outils qui sont vraiment fermés sur les documents qu'on leur donne, c'est je trouve qu'ils ont un peu de mal à reformuler de manière pédagogique. Mais c'est très prometteur et clairement un outil qui va, à mon avis, me servir. Et puis, il y a des outils commerciaux un petit peu plus niches qui font un peu des choses similaires, qui génèrent des exercices, qui génèrent des quiz, des QCM, des FAQ, enfin des choses assez utiles, je pense, comme matériel supplémentaire qu'on commence à découvrir. Et je pense que ça va devenir assez essentiel. Oui, bien sûr. Donc, tu as raison, Notebook LM de Google, donc, qui est vraiment un super outil. Plein d'autres outils donc, qui peuvent arriver. En fait, d'une certaine manière, tu te dis oui, que ça peut changer un petit peu ta manière d'enseigner, ta vie de prof, le soutien et la manière aussi d'apprendre pour les étudiants avec un apprentissage un peu personnalisé, tout le temps disponible, quoi, si ces outils évoluent encore un petit peu. Ouais. En fait, je trouve que moi, quand j'étais étudiant, et je pense que c'est toujours le cas, quand le prof explique, on comprend un peu. Normalement, si c'est bien fait, on comprend plus ou moins, on va dire. Mais souvent, on est un peu obligé d'accepter de ne pas comprendre, et puis parce qu'il faut avancer, et puis le cours avance, et puis on se dit qu'on relira chez soi, etc. Mais en fait, ce qui marche bien quand on est étudiant, c'est de parler avec d'autres étudiants qui, eux, ont compris, et en fait, qui vous expliquent comment ils ont fait pour comprendre. Parce qu'en fait, souvent, quand on vient de comprendre quelque chose, on est vraiment capable de l'expliquer en insistant sur les éléments qui posaient problème, que nous, en tant que prof, des choses qu'on connaît, qu'on a assimilées depuis longtemps, on ne se souvient plus forcément du point d'entrée qui est problématique. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un autre étudiant qui a compris à portée de main. Donc, nous, on encourageait beaucoup les étudiants à travailler en groupe, etc. Mais bon, c'est pas toujours faisable. Mais là, on a un outil qui peut potentiellement se faire passer pour un très bon étudiant qui vient de comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant et qui est capable de le restituer comme un étudiant. Et pour ça, il faut évidemment bidouiller un peu les outils d'IA générative. Donc, à un moment, il y avait comment ça s'appelait déjà, les GPTs customisables, là où on avait essayé de en faire passer un pour un étudiant très très fort du cours de macro économie d'HEC, puis qui devait être capable de restituer aux autres étudiants. Bon, ça marchait un peu. Moi, pour l'instant, ces trucs sont toujours bien, mais pas suffisamment pour qu'on se dise, allez, on déploie le truc de manière industrielle et on donne ça à tous les étudiants. Mais je pense qu'on n'est pas très loin. Ça fait que 2 ans que ça existe, qu'on travaille un peu avec. Donc, je pense que d'ici 2-3 ans, on aura clairement pour chaque étudiant un espèce de collègue finalement très fort et très informé, mais qui restera un autre étudiant. Je pense que ça marche pas si faut que ce soit un rapport assez horizontal avec l'IA, et aussi pour encourager les échanges entre l'étudiant et l'IA. Super intéressant. Merci beaucoup Antonin. On est tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je rappelle, en tout cas, de mon côté, moi, j'essaye de travailler sur un maximum de documents PDF, de vidéos YouTube
et de livres avec ChatGPT directement, donc en uploadant les transcripts. Et c'est vrai que le fait de pouvoir interroger en tout cas un document, un livre, un PDF, c'est aussi un peu une nouvelle manière même de lire, même quand on n'est pas forcément uniquement dans l'apprentissage scolaire ou dans le cadre étudiant. Super cool. Antonin, donc petite question, donc l'outil IA que tu utilises le plus, c'est lequel, et est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique à nous révéler? J'utilisais jusqu'à récemment essentiellement ChatGPT. Compte pro? De manière compte pro. D'accord. De manière pas hyper avancée, mais je pense que j'avais quelques GPT personnalisés, dont un par exemple qui m'aide à rédiger en anglais. Donc par exemple quand j'écris des notes en anglais, en fait je lui ai donné plusieurs exemples de textes que j'avais écrits, que je trouvais bien écrits, avec un style académique, enfin le style que moi j'utilise, qui est un anglais très spécial, l'anglais académique. Donc on peut pas juste dire à ChatGPT tiens, écris-moi ça en super bon anglais, parce qu'en fait il va utiliser un anglais très littéraire, c'est pas du tout celui que nous on utilise. Donc je lui ai donné des exemples, et en fait je m'en sers régulièrement pour relire, et puis voilà, il adapte. Et ce qui marche pas trop mal, c'est qu'il a tendance à réutiliser des tournures que j'utilisais beaucoup dans les extraits que je lui ai donnés. Donc ça c'était pas mal. Je pense pas que ce soit un usage très secret, à mon avis, je suis pas le seul à faire ça, mais ça, je trouve que ça marche bien. C'est cool. J'utilise aussi ChatGPT pour générer des exercices pour les étudiants, parce qu'on est obligé chaque année de changer nos exercices, évidemment, pour pas qu'ils récupèrent, on va dire pour qu'ils en aient plus pour s'entraîner, puis pour qu'ils récupèrent pas ceux de l'année d'avant. Et ça, c'était un peu un truc qui nous prenait avant, pendant l'été. Voilà, on refaisait des séries d'exercices. Concrètement, on faisait vraiment ce que fait une IA, c'est-à-dire qu'on prenait des exercices, on les combinait un peu différemment, quoi, pour que ça soit exactement le même et que ça reste le même esprit. Bon, ça, pour le coup, ChatGPT est super fort pour faire ça. Et pour vous donner un fichier de 10 exercices, lui dites génère-moi 50 exercices différents, mais dans le même style, aucun problème. Il y a toujours un petit taux d'erreur qui fait que voilà, parfois ça plante, mais globalement ça marche bien. Là récemment, j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT parce que j'ai commencé à utiliser le chat de Mistral. Ok. Et que je trouve bien. Enfin, pour l'usage que j'en fais, je trouve que c'est très bien. Et comme c'est gratuit, ça me fait économiser des sous. T'as raison, ils ont lancé un produit il y a peut-être 3 semaines, en fait, au final, ce qui le rend plus accessible et avec des fonctionnalités d'attacher des documents, c'est ça, la multimodalité, le chat vraiment, ok. Et gratuit, t'as raison, bien sûr. Gratuit. Et honnêtement, j'avais un peu, au début, j'ai testé pour voir en me disant, ça doit pas être, ça doit être très récent, mais on va voir, on va laisser sa chance. Et en fait, j'étais hyper positivement surpris par les résultats. Donc, maintenant, j'ai fait un test. J'ai fait un test il y a 2 jours, moi, tu vois. Moi, je m'en sers énormément pour faire des résumés de mes podcasts, pour présenter mes épisodes et présenter mes invités. Donc, j'ai fait ça bientôt 110 fois, tu vois, depuis 2 ans. Et donc, à partir d'un transcript. Et donc, j'ai pu faire ce test sur ChatGPT, Claude et Mistral. Et écoute, Mistral, là, il m'a sorti quelque chose de très bon sur mon épisode précédent. En vrai, totalement aligné, même niveau que sur ChatGPT et Claude. Ouais, j'ai la même expérience, donc voilà, pour l'instant, mais effectivement, ça fait pas très longtemps, peut-être un peu moins d'un mois, effectivement. Super cool. Et j'utilise un peu Notebook.lm essentiellement pour générer des résumés et des foires aux questions sur mes cours que je propose aux étudiants après. Mais j'ai pas encore. Je trouve que pour l'instant, l'avantage par rapport à ChatGPT ou Mistral est pas hyper clair. J'aime bien l'interface, donc c'est sympa comme idée, mais je pense que ça va s'améliorer, j'espère. Pour l'instant, je vois pas trop Peut-être que c'est peut-être utile quand on a vraiment beaucoup de documents à mettre, parce que je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 50. Oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est peut-être pas. Moi, j'ai jamais été au-delà de 3 ou 4, donc c'est peut-être que j'atteins pas encore le moment où ça devient intéressant. Mais non, pour l'instant, j'utilise pas encore complètement. Oui, bien sûr. Non, mais tu as raison. Moi, j'ai appris cette limite de 50 récemment. Et c'est vrai que c'est plus que sur des ChatGPT ou Claude qui peuvent te traiter 5 à 10 documents max. Donc ça, déjà, c'est une limite intéressante. Toi, la plupart de tes cours, ils sont en PDF, par exemple. C'est ça ton format? Ils sont, alors j'ai des slides en PDF et puis j'ai un cours écrit. Ok, trop bien.
Merci beaucoup, Antonin. Alors, la question qu'évidemment on a envie de te poser, c'est l'impact de l'IA sur le travail. Donc je pense que tu as pas mal réfléchi avec ton rapport, hein, sur comment est-ce que l'IA impacte réellement les jobs. Donc tu proposais une approche nuancée, hein, je cite, hein, ton papier par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous rappeler un peu les conclusions de ce rapport que tu as fait assez récemment, Antonin? Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est une vision nuancée, mais qui est assez consensuelle parmi les économistes, qui repose un peu sur les acquis des travaux de recherche qui ont été faits sur on va dire, la vague d'automatisation précédente, donc toute la robotique, le numérique, où il y avait déjà beaucoup d'études, évidemment, sur l'avenir du travail humain. Concrètement, il y a un papier très connu qui est sorti en 2007 qui disait la moitié, enfin même plus 60% des emplois vont disparaître d'ici 2030, qui a été repris par la presse, par tout le monde. Et le papier a été depuis, donc il a été assez il a pas mal influencé la recherche économique, mais de manière un peu négative. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, c'est quand même pas possible ce truc que dans 20 ans, 60% des emplois disparaissent. On voit pas le truc arriver. On voit bien que les emplois changent un petit peu avec les ordinateurs, avec le numérique, mais pas au point de disparaître massivement. Pourquoi ? Et en fait, depuis, il y a eu une approche qui a été développée, notamment à partir de travaux d'économistes américains, David Autor et Daron Acemoglu, qui a eu le prix Nobel cette année, en disant il faut en fait regarder un métier non pas comme une espèce de bloc monolithique, mais comme plein de tâches. Plein de tâches, on va dire une trentaine de tâches qu'on fait chaque jour avec une intensité différente. On va faire une tâche numéro 1, ça va nous prendre 10% du temps, la numéro 2, 5%, etc. Et chaque tâche peut plus ou moins être automatisée par l'IA, complètement déléguée à l'IA, potentiellement. Par exemple, je disais, moi, une partie de mon travail, ça consistait à écrire des résumés de mes travaux pour postuler à des bourses ou des trucs comme ça. Bon, c'est des choses que je délègue presque à 100% à l'IA, parce que je le fais beaucoup moins bien que l'IA, beaucoup moins vite, et c'est beaucoup plus simple pour moi de juste repasser dessus à la fin en 5 minutes que de passer une demi-journée à faire ça. Bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que donc, cette tâche, certes, ok, si je faisais que ça de ma journée, effectivement, l'avenir de mon métier serait remis en question. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que mon métier, c'est plein de choses. Je fais de l'enseignement, je fais de la recherche. La recherche, ça veut dire que je vais lire des papiers, je vais faire rechercher les papiers, aller à des conférences, parler à des chercheurs. Je vais effectivement faire des tâches très répétitives que l'IA fait très bien. Je vais effectivement écrire du code, ce que l'IA fait aussi très bien. Je vais à un moment, par exemple, devoir construire mon site web pour mettre mes travaux. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a pris effectivement 1 semaine à faire que ça. Aujourd'hui, ça me prendrait probablement 1 heure avec l'IA. Bon, voilà, il y a des parties de mon travail qui sont complètement obsolètes. Bien sûr. Il y a des parties sur lesquelles l'IA n'intervient pas du tout. Oui. Je continue à aller à des conférences. Je sais qu'il y a des gens qui enregistrent les conférences et après qui font des résumés d'IA, mais c'est encore assez marginal. Globalement, les conférences auxquelles je vais maintenant, elles sont pareilles qu'il y a 10 ans. Enfin, il n'y a pas 10 ans, on va dire qu'il y a 5 ans. On s'assoit, on écoute et on part, et après on va boire un café. Donc ça n'a pas changé, l'IA n'a rien changé de ça. Et puis, il y a des tâches où l'IA intervient, mais pas de manière autonome. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, par exemple, pour préparer mes cours, j'utilise l'IA. L'IA m'aide à améliorer les choses. Elle, par exemple, génère des exercices. Et puis ensuite, les exercices, moi, je les regarde et je choisis celui que je vais mettre en avant, celui que je vais donner aux étudiants. Et donc, en fait, quand on décide de séparer les tâches comme ça, en groupe, en fonction de ce qu'ils appellent en économie la substituabilité, la complémentarité ou du coup l'absence complète de pénétration de l'IA dans la tâche, et en fait, on peut du coup avoir pour chaque métier, à partir du moment où on connaît les tâches qui constituent ce métier, on peut être capable de dire il y a 12% des tâches qui sont complètement substituables par l'IA, 25% qui sont complètement complémentaires, et donc complémentaires, ça veut dire que probablement elles vont être faites beaucoup mieux, plus vite et de manière plus efficace. Et puis il y en a 50% qui ne sont pas du tout concernés. Donc ça, c'est la théorie. Et effectivement, une fois que cette théorie a été un peu mise en pratique, notamment grâce à une base de données américaine très utile qui s'appelle O-Net, qui, pour à peu près 1000 ou 1200 métiers, va vous donner le détail des tâches, en fait, avec l'importance de la tâche dans la journée. Donc,
vraiment ce que je viens de décrire. Et la tâche, c'est une petite description qui est écrite en fait par des... Ils interrogent des travailleurs et puis ils leur demandent, voilà, votre journée classique, c'est quoi De 8h à 9h, vous faites quoi De 9h à 10h, etc. Et donc, à partir de ça, ils ont regardé les tâches et puis ils ont mis des scores. Voilà, ça, c'est une tâche très routine. Ça, c'est une tâche très... qui fait intervenir des qualités cognitives très poussées. Ça, au contraire, c'est plutôt des compétences sociales qui sont mises en avant, etc. Donc, ils ont mis plein de caractéristiques sur les tâches. Et c'est des bases de données qui sont très utilisées en économie du travail. Et donc là, ce que j'ai fait dans ma petite note, et ce qui a été fait par d'autres, c'est pas non plus hyper original, c'est qu'on a demandé à GPT, enfin au programme GPT-4 précisément, de donner un score à chaque tâche à partir de la description, selon que la tâche est justement substituable, complémentaire, et quelle est, d'après l'IA, d'après cette IA, la difficulté ou le coût, on va dire, c'est-à-dire très élevé ou pas élevé, enfin de manière qualitative, pour faire intervenir l'IA dans cette tâche. Super. Et donc, on a fait ça pour tous les métiers de la classification de l'INSEE des métiers, et puis on avait un score comme ça. Génial. Voilà. Parce que, donc, en effet, ChatGPT, GPT-4 est un outil excellent pour recatégoriser, on va dire aussi. Hein. Donc, je pense que tu peux faire cette opération très bien avec. C'est cool. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on utilise l'IA générative comme interface pour travailler. Mais en fait, le ChatGPT, la technologie qui est derrière, elle est aussi accessible pour les développeurs pour l'utiliser comme un programme, en fait, comme une fonction qui renvoie une réponse à partir d'un prompt de manière automatisée. Et c'est assez utile parce que ça nous permet de créer de la donnée, en fait, à partir de textes notamment, qui n'existaient pas avant, ou alors il fallait le faire à la main, mais sur... par exemple, les tâches, il y en a 25 000 dans la base que j'ai utilisée, donc ça aurait pris beaucoup trop longtemps de les lire et de les classer à la main. Maintenant, l'IA le fait bien. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas, ça reste, il y a plein de problèmes méthodologiques parce que c'est une boîte noire, on ne sait pas exactement pourquoi il a mis un score de 82 sur 100 et pas de 88 ou de 75. Donc, évidemment, il y a toujours des questions de savoir vraiment ce qui est capturé. Est-ce que le prompt que j'ai mis était vraiment le bon? Est-ce que si j'avais changé marginalement le prompt, est-ce que j'aurais eu d'autres résultats? Est-ce que derrière, si un autre chercheur essaie de répliquer mon travail, il va trouver la même chose nécessairement? Donc, il y a la question de réplicabilité. Bon, il y a plein de questions méthodologiques qu'on est en train de découvrir un petit peu. Mais ça reste très intéressant. L'analyse est très intéressante quand même. Et alors, donc sur cette grande... Tu parles de 25 000 métiers, c'est ça 25 000 tâches. 25 000, donc, il y a 1200 métiers et à peu près une quinzaine de tâches par métier. D'accord. 1200 métiers, une dizaine, quinzaine de tâches par métier. Très bien. 25 000 tâches. Et très bien. Et tu utilises alors GPT pour catégoriser leur niveau d'automatisation par l'IA, quoi, c'est ça en gros. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour chaque tâche, on les a classées dans 2 dimensions. Et une dimension qui est très souvent considérée et une qui l'est un peu moins. Celle qui est très souvent considérée, c'est en gros à quel point l'IA pourrait faire cette tâche très bien, beaucoup mieux qu'un humain. Très bien. Sur une échelle de 0 à 100. Puis, donc, on avait une note pour chaque tâche. Et l'autre, qui est un petit peu moins considéré, c'est combien, en gros, sur une échelle de 0 à 100, à quel point ce serait cher de remplacer cette tâche par une IA. Parce que ça, c'est un truc qui est souvent ignoré. C'est-à-dire que quand on regarde le potentiel de l'IA peut faire plein de trucs. Et de fait, quand on regarde, il y a entre 30-35% des tâches qui peuvent être faites par l'IA. C'est vraiment beaucoup de tâches qui peuvent être faites par l'IA. Mais là-dedans, il y a des tâches, concrètement, ça ne vaut pas du tout le coup d'utiliser une IA pour les faire. Parce que ça coûterait beaucoup trop cher. C'est-à-dire qu'il faudrait installer un bras robotique avec une caméra, un logiciel qu'il faudrait mettre à jour tous les mois avec le nouveau modèle, et puis quelqu'un qui viendrait le réparer régulièrement. Enfin, il y a des papiers qui essaient d'estimer un peu le coût d'implémenter l'IA dans certains domaines, et notamment dans tout ce qui fait intervenir la vision. Et qui arrive à des chiffres énormes. Et en fait, au point qu'on se demande un peu, enfin, ils se disent, voilà, aucune entreprise ne va jamais faire, sauf s'il y a des baisses drastiques du coût, et qu'eux, ils n'envisagent pas forcément à court terme, parce que ce n'est pas que des coûts d'IA, numériques, algorithmiques, c'est aussi toute la mécanique qu'il y a derrière pour installer le robot. Et donc, bref, l'idée, le point, c'est que quand on rajoute cette nuance, évidemment, ça diminue énormément le nombre de tâches et surtout le nombre de métiers qui sont impactés. Parce que, par exemple, l'exemple qu'il donne et qu'on donne souvent, c'est celui d'un boulanger. Un boulanger, on se dit, il y a très peu de tâches d'un boulanger qui vont être concernées par l'IA. Quand on regarde les tâches, il y en a quelques-unes quand même qui sont concernées par l'IA. Par exemple, un boulanger, il va vous dire qu'une partie de sa journée, il fait le tour de ses inventaires et il regarde les produits périmés, il les jette.
Bah ça, on peut imaginer qu'une IA avec une caméra pourrait regarder si les produits ont pourri ou pas, et puis un registre avec le moment où le produit a été acheté, etc. Bon, éventuellement, une IA pourrait faire ça. Je pense qu'on fait jamais suffisamment l'exercice sur sa propre liste de tâches, tu vois ce que je veux dire, enfin, de son quotidien. Enfin, moi, j'ai essayé de me forcer à le faire et tout ça. Et je pense vraiment que dans n'importe quel métier, et je comprends très bien quand tu prends cet exemple du boulanger, mais en vrai, il y en aura toujours quelques-unes que l'IA pourra faire, rien que sur de l'organisation, et tu vois, même sans modèle de vision, sur de l'organisation, tu vois, de la to-do list, du planning. Oui, bah voilà. Et puis même sur en fait, le travail domestique, entre guillemets, donc ce qui n'est pas du tout pris en compte dans productivité, pour organiser ses vacances, pour organiser sa semaine, ses rendez-vous, etc. Des choses qui ne sont pas dans la sphère marchande, qu'on ne voit pas dans les statistiques, mais ça aussi, l'IA peut être utile. Et donc, les grands chiffres, alors, en conclusion de ton étude, Antonin, sur les jobs qui peuvent être remplacés et les tâches, t'es arrivé à quel... Du coup, on arrive à peu, parce que pour qu'un job soit vraiment menacé par l'IA, il faut, donc moi j'ai considéré qu'il fallait qu'il y ait 75% de ces tâches qui soient faisables par une IA de manière avantageuse et à un coût pas trop élevé. Ouais. C'est un chiffre un peu arbitraire, donc si on le baisse ou qu'on le monte, ça ne change pas énormément les choses. Le point, c'est qu'en dessous de ce chiffre, en fait, si on prend l'exemple du boulanger, on ne va pas remplacer un boulanger par une IA parce qu'en fait, vérifier les ingrédients, ce n'est pas énormément de la valeur ajoutée d'un boulanger. On préfère... un boulanger, on va le recruter parce qu'il fait du bon pain, pas parce qu'il est capable de voir les ingrédients périmés plus vite que les autres, quoi. Donc en fait, il y a des tâches sur lesquelles mettre une IA, ça fait gagner du temps, c'est plus efficace, mais en fait, ça ne change pas grand-chose au problème, parce que ce n'est pas ça qui crée la valeur, vraiment. Bien sûr. Et donc, quand on essaie de prendre un peu ça en compte, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de métiers que ça qui sont vraiment menacés sur suffisamment des tâches, et suffisamment des tâches qui sont ce qui font la valeur de ce métier. Et donc, on arrive à 5%. Alors, il y a des exemples de 5% des métiers, 5% des jobs, tu dis, alors c'est ça? Ouais, 5% de l'emploi. Mais à peu près 5% de l'emploi. Et alors, super intéressant. Et alors, comme ça, j'avais lu ton papier il y a quelques mois, mais sur les 5%, juste en rebondissant comme ça, je me dirais, ces 5%, est-ce que c'est pas, par exemple, tu vois, des professions de type traducteur, tu vois, interprète, des professions qui sont peut-être énormément sur le texte, peut-être aussi de l'assistanat. C'est des métiers où essentiellement une grosse partie de leur activité est basée sur des tâches très codifiées. Pas forcément pas créatives, ça peut être un traducteur, il va quand même avoir une certaine liberté, mais c'est très codifié. Ce qu'on lui demande de faire, c'est il y a un texte A, il faut le transformer dans un texte B, qui est dans une autre langue, et ça doit rester assez fidèle. Puis après, il y a une dimension un peu artistique, mais la tâche est très codifiable dans le sens où on peut facilement l'exprimer pour l'envoyer sous la forme d'un prompt, pour le dire. Donc effectivement, les traducteurs, tout ce qui est télévendeur, etc., évidemment, toutes les tâches un peu aussi répétitives qui demeurent. Alors, une grosse partie des métiers très répétitifs ont déjà été remplacés. L'IA, c'est juste l'aboutissement de décennies dans lesquelles la technologie a remplacé ces métiers. Oui. Mais voilà, c'est ce genre de métier. Et après, il y a des métiers type, par exemple, juriste. Un juriste, il va arriver de manière assez élevée dans le fait d'avoir des tâches très substituables par l'IA. En gros, le juriste fait beaucoup de recherche de doctrine dans des pavés de textes. Et l'IA, et ça a déjà été automatisé par l'IA et ça continue. Mais ça ne représente pas vraiment sa valeur. Un bon juriste, il n'est pas bon parce qu'il recherche vite de la doctrine. Il est bon parce qu'il fait des connexions plus pertinentes. Il est capable de mieux défendre son point. Voilà. Donc c'est vraiment l'exemple d'un métier où le coût de remplacer un juriste par une IA serait trop cher parce que ce qui fait la valeur de ce juriste, justement, c'est pas ce que l'IA peut faire bien. Ouais, super. Ou un prof aussi, d'ailleurs. Et un prof aussi, ouais, bien sûr. Tu sais, souvent on parle aussi des places de marché, un petit peu, type Malte, ou des places de marché de freelance, un petit peu, qui permettent donc d'embaucher des freelances sur des activités diverses et variées. Et on nous dit que souvent on peut détecter des signaux
assez facilement sur le marché de l'emploi et sa transformation quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur ces places de marché. Et que comme en fait, il y a un petit peu moins de contraintes sur il y a moins de protection de l'emploi, moins de délais pour la rotation, plus de flexibilité tout simplement sur l'emploi. Grosso modo, il y a une avance sur les données qu'on peut en tirer. Et ce que je voyais, c'était que par exemple, tu vois, sur de la production d'une image, tu vois, quelqu'un qui se faisait payer à la tâche sur la production d'une image, ça, tu vois, c'était quelque chose qui diminuait très fortement dans ces catégories, sur ces petits jobs. Ouais. Alors que tu en avais d'autres qui, de manière assez surprenante, tu vois, sur de la création de sites internet, tu vois, il y a quelques mois, se développaient plus, tu vois, encore. Tu regardes un peu ces places de marché-là, par exemple On regarde un peu. En fait, c'est une petite partie de l'emploi et quand on regarde les choses de manière macroéconomique, c'est pas, ça représente pas grand-chose. Mais par contre, c'est intéressant parce que c'est effectivement celles qui réagissent le plus vite à des changements structurels. Donc ça permet un peu d'anticiper les choses. Moi, nous, ce qu'on avait pas mal regardé, parce qu'à mon avis, c'est un sujet d'inquiétude peut-être plus important vis-à-vis du remplacement de l'IA, enfin des jobs par l'IA, c'est les métiers d'entrée, c'est-à-dire en gros les stagiaires, les pigistes, les apprentis, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment ces tâches qui deviennent complètement automatisées. En général, on donnait des tâches pour s'entraîner, et bon, maintenant... Et même moi, je le vois dans mon travail. Pour être au contact, tu sais, moi, donc j'organise des meet-up et je fais des formations. Et donc, je suis vraiment au contact, tu vois, je parle de ces sujets IA avec un peu tout le monde. Et c'est sûr que, tu vois, pour tous les parents, tous les grands frères, grandes sœurs et tout ça, ils pensent un petit peu aux générations qui arrivent sur le marché de l'emploi. La question que tu me donnes, elle est hyper importante. Et ils s'inquiètent un petit peu en se disant comment va se passer leur arrivée, entre guillemets. Est-ce que déjà on va avoir besoin d'eux, ou est-ce que le stagiaire, une entreprise peut considérer qu'en fait elle peut prendre une IA plutôt qu'un stagiaire pour faire le travail, et comment va se passer, tu vois, leur apprentissage dans l'entreprise, leur onboarding, entre guillemets. Ouais. Je pense que c'est un sujet. Et quand je participais aussi à une commission pour le ministère de la Culture pour étudier l'impact de l'IA dans les métiers de la culture, et c'est vraiment, surtout dans les médias, c'est vraiment une question ouverte. Est-ce qu'on va continuer en fait à prendre des stagiaires pour les former, mais concrètement ça apporte plus rien, parce que je veux dire, les stagiaires dans un journal, au début pour qu'ils s'entraînent, on leur faisait en gros écrire des dépêches un petit peu justement très codifiées, du genre des nécrologies, des choses en fait qui sont hyper carrées. On sait exactement comment ça doit être organisé, ce qu'il doit y avoir au début. Et en soi, c'est normal, parce qu'au début, on s'entraîne, on se fait la main, quoi, dans un journal aussi, pour comprendre un peu les spécificités du journal. Bon, là, clairement, la plupart de ces articles vont finir, si ce n'est pas déjà le cas, par être écrits intégralement par des IA. Et donc, il n'y a plus trop d'intérêt à ce genre de métier. Ce qui veut dire qu'en sortant d'école, vous avez des gens qui vont devoir faire un saut assez important dans la hiérarchie et commencer direct un peu dans le dur, pour justement être capable de passer au-delà de l'IA et commencer à générer de la valeur par-dessus ce que l'IA est capable de faire. Donc, il y a un vrai sujet dont les écoles ont conscience, mais pour les écoles, il y a un vrai sujet pour savoir si, justement, on va être capable d'adapter les formations pour réussir à... Mais c'est pas évident, quoi, réussir à former des gens qui sont déjà capables d'utiliser l'IA habilement pour créer de la valeur. Évidemment, tu as raison. Et on parlait aussi de le stagiaire, à qui on demandait aussi de faire des comptes rendus de réunion. Ces comptes rendus de réunion vont être très facilement automatisables aujourd'hui avec les assistants de réunion. Et cette tâche-là, en effet, elle disparaît. Donc, en effet, il y a un petit peu il y a un peu un effet un double effet qui fait peur. On se dit, de temps en temps, ils apprennent moins parce qu'ils font faire plus par l'IA. Et de l'autre côté, quand ils arrivent sur le marché du travail, en effet, dans les entreprises, de temps en temps, on est moins prêt à leur apprendre des choses parce que les fonctions de base, on les automatise. Oui, tout à fait. Donc, tu as raison, oui, c'est un vrai... Ça, c'est un peu un point d'inquiétude. Oui, tout à fait. Ouais. Super.
Antonin, est-ce que tu as entendu parler, et je pense connaître la réponse, mais des agents de l'IA? Donc on nous dit que c'est un petit peu le sujet de 2025, les agents. On en parle énormément. Donc grosso modo, c'est une intelligence artificielle qui est capable de découper des problèmes en sous-problèmes, de fonctionner par étapes, de faire preuve d'une plus grande autonomie. On avait un petit peu une contrainte avec ChatGPT, le modèle de base, on va dire 3.5 quand il est sorti. C'était, on le promptait avec du texte, il générait du texte en sortie, et ce texte, on s'en sert, on le copie-colle en permanence dans des emails, dans des doc-word, dans des comptes rendus de réunion. Enfin, donc il manque un peu le dernier kilomètre sur ce texte pour avoir une action dans la vie réelle. Ce qu'on nous dit, c'est que ces agents, pour le coup, peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin dans l'automatisation et qu'ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin que ce texte. Donc peut-être réserver nos billets d'avion, traiter nos factures automatiquement, voire, tu en as parlé tout à l'heure, moi je l'ai vu, créer un site internet de A à Z à notre place, tu vois. Donc on va beaucoup plus loin que juste sur un bloc de texte généré par ChatGPT. C'est quelque chose que tu vois venir, ça? C'est quelque chose que je vois venir et c'est quelque chose sur laquelle nous, dans le rapport, notamment pour le ministère de la Culture, on avait beaucoup insisté là-dessus, et aussi dans le rapport interministériel. C'était assez clair que de toute façon, tôt ou tard, les choses allaient aller dans cette direction. Mais voilà, il y a cette question importante et qui est vraiment un enjeu pour les questions de développement de l'IA en Europe notamment. C'est est-ce que une entreprise avec ses spécificités, ses connaissances, son savoir et ses données peut créer son propre agent pour opérer de manière efficace et surtout coordonnée avec le reste de ce qu'on appelle en économie, enfin, des actifs de l'entreprise, quoi, concrètement. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple d'un journal, vous avez un journal, il est à peu près évident que tôt ou tard, si ce n'est pas déjà le cas, une IA va arriver, s'intégrer dans la chaîne de production du journal, pouvoir aller directement piocher dans les données qui existent dans les articles écrits précédemment par le journal ou dans les sources, les bases de données qu'ils ont, dans toutes les différentes sources qu'ils utilisent, écrire des articles, éventuellement les mettre en forme, et puis ensuite, à la limite, le rédac chef aura juste à valider, quoi. Au début, quand le ChatGPT est arrivé, tout le monde envisageait un petit peu ça comme scénario catastrophe, c'est-à-dire, mais en fait, les IA vont faire tout notre travail de place, et ça n'aura aucune valeur. En fait, le problème, c'est que je ne suis pas certain que les agents générés par Google ou ChatGPT aient vocation à être justement entraînés spécifiquement pour les besoins d'une entreprise donnée. Ça va être des choses assez génériques, très utiles pour les tâches que tu as décrites. Je pense que ça va être super d'avoir un outil intégré directement à sa boîte mail Outlook et qui répond aux mails à notre place. Je pense que c'est top. Par contre, pour ce qui est de l'adoption dans l'industrie, voilà, je pense qu'il faudrait idéalement que les entreprises s'emparent vraiment de la question elles-mêmes, se mettent à développer leurs propres agents, leurs propres produits, bien sûr, pour s'ajuster à leurs besoins, parce que sinon elles vont finir par disparaître. Et vraiment, prendre l'exemple d'un journal, si un journal finit par adopter les agents de Google ou les IA de Google pour écrire ses articles, les articles vont finir par perdre la spécificité du journal qu'il avait d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre du temps, mais bon, les gens vont pas de toute façon payer plus pour un journal parce qu'il y a plus d'articles dedans. Concrètement, on n'a qu'un temps qu'on donne, un temps fini qu'on donne à la lecture des journaux, donc c'est un double nombre d'articles parce que les IA les écrivent plus vite, ça n'a pas changé grand-chose. Éventuellement, pour les actionnaires du journal, il y a un petit gain à virer tous les journalistes et à faire plus de profit, mais c'est quand même pas trop l'idée. Et l'idée, c'est d'avoir un journal de meilleure qualité possible pour générer de la valeur. Et en fait, pour ça, je pense qu'il faut impérativement que les rédactions s'emparent de ces outils, les créent elles-mêmes, en fait, les adaptent. Si ça doit passer par des partenariats avec les quelques boîtes d'IA qui font les choses de manière très open source, tant mieux. Si ça doit passer par les partenariats avec Google, à la limite, c'est le moins pire des scénarios, peut-être, et le plus crédible. Mais surtout, je pense que c'est très dangereux d'adopter des outils comme ça, très génériques, très uniformisés, qui vont créer du contenu très uniforme, de manière efficace, et qui vont finir par faire perdre la valeur à ces entreprises, qui vont finir par disparaître, parce que tout simplement, les gens vont se désintéresser de ce qu'elles produisent.
Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, quand les IA restent des IA génératives qui sont des interfaces de texte, pour l'instant, effectivement, c'est assez limité les capacités qu'on peut avoir de les intégrer dans la production. On va passer au-delà de ça et la question va finir vraiment par se poser, je pense, de manière très claire. Et j'espère que les personnes qui sont en charge de ces questions dans les entreprises en ont conscience et qu'il faut vraiment qu'elles s'emparent du sujet rapidement. Bien sûr. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. Je viens de poster une vidéo qui était assez brutale de Alex Karp, le CEO de Palantir, qui a fait des déclarations en disant les États-Unis, la révolution de l'IA appartient aux États-Unis, c'est nous qui l'avons lancée, etc. On est les premiers à en profiter. L'Europe a fait le choix de réguler et donc de s'en exclure. Enfin, je caricature, mais il brosse un tableau un petit peu au vitriol. En même temps, il dit ça dans un événement un peu de lobbying sur la défense nationale, un congrès Reagan, etc. Donc on peut comprendre. Mais après, ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, l'IA n'est pas encore complètement intégrée dans les entreprises, américaines et tout ça. Mais si on l'intègre en profondeur et bien, rien que sur les LLM, on peut avoir en fait transformer en quelques jours radicalement des business, des marchés, des entreprises. Et quand je viens de voir ça, et ça me fait penser un peu à ce que tu dis, avec donc une IA qui est intégrée, mais qui est vraiment intégrée et qui répond à un besoin spécifique de l'entreprise, à son métier, et donc qui lui permet d'aller beaucoup plus loin et qui n'est pas quelque chose, pas une IA généraliste. Là, en effet, je pense qu'on peut avoir un coup d'accélération qui peut être assez incroyable et qu'il faut que tous les experts et toutes les entreprises essayent d'en profiter, quoi. Et un coup d'accélération, mais aussi ça va énormément exacerber la concurrence parce qu'en fait, si je reste dans l'exemple des journaux, aujourd'hui, il y a des super journaux à l'étranger, peut-être de meilleure qualité que ceux qu'on a en France, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne va pas les consulter parce que de un, ils parlent essentiellement de l'actualité locale. Et de deux, ils ne sont pas en français. Et maintenant, si ces journaux, ils adoptent une IA qui est capable, avec leur propre savoir-faire, de générer des articles en français sur des sujets qui intéressent les Français, et que cette IA, elle est efficace, elle a été entraînée avec les journalistes du journal, avec le contenu, avec leur expérience, etc., en fait, les journaux français qui n'ont pas fait cette transformation, ils vont perdre des clients. Ouais. Et comme pour toute révolution technologique, il va y avoir des perdants, des gagnants, et des effets un peu qu'on appelle winner takes all, c'est-à-dire des entreprises qui vont récupérer le pactole parce qu'elles ont fait les bons choix, les bonnes transformations. Et je suis d'accord que pour l'instant, les développements en termes d'investissement de l'IA, c'est quand même beaucoup aux États-Unis. Et bon, je pense qu'on est encore au début, donc tout n'est pas du tout joué, mais il y a une question de souveraineté et aussi d'avenir pour les acteurs économiques locaux qui se posent. Oui, totalement. Et écoute, on est bien d'accord. Et donc, c'est des investissements importants. C'est aussi pour ça qu'il faut soutenir Mistral, comme tu le fais avec ton utilisation. Mais sur ce que tu dis et ton exemple de la presse, je pense que en vrai, tu as raison. Et même pour aller plus loin, moi, je suis aussi créateur de contenu. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment, tu vois, avec ce podcast. Mais il faut quand même imaginer que dans 6 mois, en vrai, on peut avoir une globalisation du contenu qui est produit qui peut être instantané. Enfin, ça veut dire qu'au moment où on a fini tous les deux de tourner ce podcast, il est disponible dans 15 langues, en coréen, en anglais, en allemand, et envoyé sur toutes les plateformes. C'est limite et ces coûts d'opportunité qui étaient du temps de localisation précédente, en vrai, là, elles vont sauter très vite. Ouais, exactement. Et c'est pas spécifique à l'IA, c'est toute révolution technologique a toujours eu ces effets de rabattre les cartes. Aux États-Unis, dans les années 90, il y a eu la révolution numérique et il y a des entreprises qui sont devenues extrêmement riches. Et pas les GAFAM, vraiment des entreprises standards, genre Walmart, Starbucks, etc. C'est devenu des grosses entreprises parce qu'elles ont investi tôt dans les nouvelles technologies. Elles ont fait les bons choix. Ça leur a permis de gérer leur logistique de manière très optimisée. Amazon aussi, et elles sont devenues extrêmement riches, ce qui d'ailleurs posait des problèmes en termes de pouvoir de marché de ces entreprises, mais elles ont détruit tous leurs concurrents, y compris dans le reste du monde. En fait, c'est vraiment un phénomène très classique. Hyper intéressant.
Euh, Moi, je le dis aussi parce que moi, c'est quelque chose qui m'impressionne en ce moment, c'est que quand même, jour après jour, je vois, si tu veux, pour moi, des nouvelles tâches être remplaçables par l'IA. Donc, si tu veux, on parlait de notre exemple du site Internet. Donc, je sors un peu des métiers, tu vois, mais le site Internet, j'en ai déjà parlé ici, mais avec Bolt.new, tu vois, qui est un outil qui utilise Claude comme modèle en dessous. Donc, juste un wrapper de Claude avec Bolt.new, tu peux créer un site internet. Moi, je l'ai fait en 16 minutes, tu vois, et qui est pas moche, qui est en français avec des images, du contenu et avec un formulaire et tout ça, tu vois. Enfin, je pourrais créer un site pour mon podcast. Donc ça, j'ai vu ça, tu vois, il y a 2 semaines. Ça m'a quand même pas mal fait réfléchir. Et Ouais. hier, tu vois, j'ai pas encore pu le tester, mais j'ai lu des trucs dessus. Donc, tu as Google qui a sorti tout un tas d'outils dont on commençait à parler ensemble, mais qui a sorti aussi une fonctionnalité qui s'appelle Deep Research, qui n'est pas encore disponible en France, sur le modèle 1.5 Pro. Le Deep Research, apparemment, pour des chercheurs comme toi, Antonin, tu vois, la personne qui disait ça, c'est quelqu'un qui a une newsletter un petit peu économique et donc d'anticipation. Il te disait que Deep Research, sur une recherche bien particulière sur la transition écologique, tu vois, et les énergies fossiles et tout ça, enfin, tu vois, il monte son prompt, il te dit que Deep Research en 15 minutes ouvre 67 liens différents, un outil Google, tu vois, et te fait une synthèse en 3400 mots qui est parfaite, et que grosso modo, ben, ça, tu vois, il paierait pour avoir cet assistant de recherche-là. On peut dire Mais tu vois, plus loin que Perplexity, plus loin que Google ou que SearchGPT, tu vois, a priori. mais c'est pour ça que il y a des journaux qui ont commencé à faire ça. Mais en fait, dire, bah moi, je vais proposer à mes clients, ceux qui payent la version premium, je vais leur proposer un outil où ils peuvent faire ça, mais pas sur Internet, sur les articles qu'on a écrits, et faire une synthèse. Et donc, par exemple, tu te connectes sur le portail, tu dis, bah tiens, j'aimerais comprendre ce que devient l'industrie automobile coréenne. Écris-moi un article, et il génère un article, mais un vrai article, et écrit avec le style du journal, avec les contenus du journal, et éventuellement avec des données qui sont collectées. Et ça, les gens sont prêts à payer pour ça. Et en fait, c'est ça qui crée de la valeur ajoutée, c'est ça qui crée du PIB. La question un peu derrière l'effet sur l'emploi, on n'a pas trop parlé, c'est qu'en fait, la vraie réponse de combien d'emplois vont disparaître avec l'IA, c'est pas combien sont menacés par l'IA, c'est combien l'IA va détruire d'emplois versus combien l'IA va créer d'emplois par de la croissance et par de la richesse. Et ce qui va créer de la richesse et de la croissance avec l'IA, c'est pas de remplacer le boulanger ou même un journaliste par une IA. Ça va. Il y a des chiffrages, ça va pas créer beaucoup de croissance. Au plus, ça crée allez, 0,5, 0,4 points de croissance. Et c'est vraiment un maximum par an. Donc on a 1% de croissance aujourd'hui, ça nous fait passer à 1,4%. C'est pas mal, mais c'est pas la révolution, quoi. Ce qui crée de la valeur, c'est la création de ces nouveaux services qui n'existaient pas avant. Et ça, ça peut créer beaucoup de valeur. Et il y a des journaux qui ont commencé à le faire, et je pense que dans d'autres industries, ça existe aussi de manière un peu similaire. Et j'ai l'impression que tout va un peu vers cette direction. C'est-à-dire, finalement, me créer mon contenu à moi, mais pas un contenu qui ne soit pas assis sur une base de connaissances et de savoir-faire. Donc, en fait, j'allais dire, est-ce que tu as des idées de nouveaux jobs qui sont créés ou qui vont être créés? Mais ce que tu me dis aussi, c'est peut-être pas que des nouveaux jobs, c'est des nouveaux services, quoi, en fait, d'une certaine manière. Ouais, je pense qu'il va y avoir des nouveaux services. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux jobs humains. C'est dur, effectivement. C'est dur de voir lesquels de manière précise, mais je pense qu'il va y avoir vraiment des questions. Bon, il va y avoir des questions éthiques, il va y avoir besoin de gens qui sont là pour faire attention un peu à l'utilisation de l'IA, etc. Bon. Je pense qu'il va y avoir besoin de pédagogie, il va y avoir besoin d'intermédiaires humains quand on va commencer par automatiser une partie des services publics, par exemple, de l'administration publique. Je pense qu'il va toujours y avoir des fonctionnaires qui vont être là pour accompagner les gens, pour les aider justement à prendre en main ces outils. Donc, potentiellement, ça va créer des emplois, ou en tout cas transformer des emplois qui, du coup, ne seront pas détruits. Bon, après, évidemment, il y a toute la recherche en IA. Je pense qu'il y a aussi un volet important qui est après un sujet à part entière, c'est de savoir comment l'IA va transformer la manière dont on fait de la recherche, mais pas de la recherche comme moi je fais, mais la recherche
la recherche scientifique pour les grandes questions importantes. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA vous permet de trouver des médicaments, l'IA vous permet peut-être de trouver un moyen de générer de l'énergie plus propre, moins chère. Et en fait, pour ça, il va falloir... voilà, c'est de nouveaux produits qui vont être développés par l'IA. Ils ne vont pas tout de suite être complètement automatisables, autorisés. Il va falloir des ingénieurs, il va falloir des techniciens pour les adapter, pour les intégrer, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'il y a plein d'emplois qui vont être créés. C'est un peu dur de savoir lesquels aujourd'hui. Ouais, évidemment. Tu as dû voir passer Sakana AI il y a quelques mois, je ne sais pas, tu sais, c'était un projet d'IA japonaise où en fait c'était grosso modo une IA qui était capable de produire de la recherche de manière automatisée et de produire son propre papier de recherche. Oui. Ça, c'était... Mais je pense que l'IA est pas très... globalement, là, pour l'instant, moi, je vois pas... j'ai pas encore vu une IA qui m'a vraiment impressionné dans sa capacité à produire de la recherche. Les IA m'ont beaucoup impressionné sur d'autres aspects, mais pas trop celui-là. En revanche, il y a des études qui commencent à arriver qui montrent que... Alors, c'est pas sur les IA génératives, mais c'est plus sur l'utilisation on va dire l'IA, qui avant, on appelait ça probablement différemment, mais maintenant, on appelle ça IA, tout ce qui est... machine learning, deep learning, réseau de neurones, etc. Et en fait, il y a une étude connue qui est sortie le mois dernier, il y a 2 mois, qui montre que les chercheurs qui travaillent avec l'IA pour chercher de nouvelles protéines, en fait, sont 50% plus efficaces, trouvent des protéines qui sont plus prometteuses avec une probabilité beaucoup plus élevée, etc. Donc, en fait, la recherche, les chercheurs qui s'emparent de l'IA pour résoudre des problèmes compliqués, en fait, ça marche assez bien. Bien sûr, tu as raison. On a une start-up française, une pépite que j'espère recevoir prochainement, qui s'appelle Akemia, d'ailleurs, tu vois, qui utilise l'IA générative là-dessus pour travailler sur les nouveaux médicaments, qui vient de faire une très belle levée de fonds. Et là, oui, on a une accélération, en tout cas, du développement, tu vois, des médicaments grâce à l'IA générative. Ouais. Et ça, c'est super intéressant, c'est super important. Je ne sais pas si tu as vu, autre petite question, c'est aujourd'hui on parle beaucoup du pricing de l'IA, mais ce qui se comprend, je pense que c'est un peu l'autre pendant. OpenAI nous a dit qu'ils avaient un abonnement O1 Pro à $200, que j'ai fait la folie de prendre pour expérimenter. Devin, l'assistant développeur codeur, qui était un peu le premier agent qui est sorti, qui a impressionné tout le monde il y a quelques mois. Ils ont dit qu'ils sortaient un abonnement pour Devin à $500 par mois, alors qu'avant on était à $100 par mois. Donc en fait, une espèce de question de nouveau pricing, là en ce moment, c'est un peu un sujet à la mode dans l'IA et dans la Silicon Valley, et de dire, est-ce que cette IA, on doit être sur un modèle en SaaS classique, ou est-ce que tu vois, on doit la facturer en fonction de la valeur qu'elle va produire pour nous, et est-ce que tu vois, de temps en temps, ça vaut pas le coup de payer assez cher si on arrive en tout cas à proposer un service de très grande qualité. Enfin, on est sur l'offre et la demande un peu. Je pense qu'il y a un petit hold-up problème, comme on dit en économie, parce que à partir du moment où vous avez des acteurs hyper dominants sur l'IA, vous êtes obligé d'acheter leurs produits, parce que sinon vos concurrents les achètent et vous êtes mort. Donc en fait, ils ont une capacité à mettre un prix élevé sur un produit qui n'est pas forcément particulièrement bon, mais simplement qui est le meilleur et qui vous fait, qui vous permet de survivre. Après, honnêtement, les pricing de l'IA n'est pas hyper élevé pour l'instant pour les entreprises par rapport à ce que ça leur apporte. Mais je pense que pour les particuliers, c'est une autre question. Je pense que, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de particuliers qui payent la version payante pro de ChatGPT. Non, mais tu as raison. Non, mais en fait, on a le pricing de base de l'IA aujourd'hui, justement, c'est ça. C'est là que c'est en train de changer. C'est ça que je te dis, mais tu as raison. Et pour l'instant, c'était en gros un $20 par mois, quoi. Tu vois, un peu lissé. Ça sur tous les outils par rapport à ce que ça apportait, et c'est pas excessif par rapport à c'est ça. Mais $500, c'est où tout sens, c'est à destination des entreprises. Tu vois, c'est un peu comme quand Microsoft fait payer Word, la suite Office, il n'y avait que des entreprises qui les achetaient, et au final, ça a permis d'être l'entreprise la plus profitable du monde. Après, je pense que ces entreprises envisagent essentiellement de faire du profit, si tant est qu'elles réfléchissent comme ça, mais je pense que oui, en allant développer des produits pour des entreprises, pour des secteurs, et leur vendre
clé en main avec un système, je pense, de mise à jour très cher à faire tous les 6 mois et puis une licence à renouveler, etc. Quoi. Je pense que c'est plutôt ça, à mon avis, l'avenir de ce type de produit. C'est pour ça que le développement de solutions open source alternatives me semble important pour éviter quand même se retrouver dépendant de on est bien d'accord. Antonin, petite question, j'ai envie de te la poser quand même rapidement, mais la robotique, tu as suivi un petit peu les développements récents, les exploits un peu les présentations d'Elon Musk sur Optimus, les robots figures. On a un grand progrès dans la robotique depuis quelques mois. C'est assez récent. On nous dit qu'aussi, il y a une grande partie de tout ça qui est due aussi à l'IA générative, qui permet à la robotique de mieux fonctionner. Tu penses que, par exemple, Elon Musk dit en 2040, il y aura autant d'êtres humains que de robots. Ça te semble possible ? Je connais un peu moins le sujet. D'accord. J'ai l'impression que, d'une manière générale, l'aspect manufacture de la question de l'IA est quand même le réactif limitant, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal à développer la partie physique et la partie software va très vite, mais en fait, à un moment donné, il va falloir, si ces agents ils commencent à sortir de l'ordinateur et aller dans la vraie vie, il va falloir quand même du matériel, de l'ingénierie et des capacités à construire des robots ou en tout cas des appareils qui sont efficaces, qui sont fiables, qui sont sécures, etc. Et j'ai l'impression qu'on a plus de retard là-dedans parce que c'est de l'industrie à l'ancienne, on va dire, et ça avance moins vite que l'informatique. Et donc, à voir. Mais je connais moins le sujet, pour être honnête. Oui, non, mais tu as raison. OpenAI, à un moment, était dans la robotique. Ils en sont sortis pour y rentrer pour ces raisons-là. Et c'est vrai que... Mais après, l'argument aussi, c'est qu'on aimerait éviter d'être, nous, êtres humains, les bras et les jambes d'une super IA qui passerait son temps à nous commander pour nous faire construire des choses, quoi, en effet. Ouais, et puis même, je pense que si on a un robot qui fait les tâches ménagères, je pense que les gens sont prêts à payer cher, mais il faut qu'il soit fiable. Il ne faut pas qu'il tombe en panne tous les 2 jours. Il faut qu'il ne se mette pas à surchauffer et à exploser. Enfin, voilà, Alors, Antonin, donc la question incontournable, c'est Edge AI. Edge AI, c'est le grand mot à la mode. Intelligence artificielle générale. Toute la Silicon Valley nous dit que c'est quelque chose qui peut arriver d'ici on parle de quelques milliers de jours. C'est ça l'expression de Sam Altman qui est assez maligne parce que quelques milliers de jours, on comprend que ça peut vouloir dire 3 ans comme 10 ans, mais bon, en tout cas, les opérateurs de l'IA qui aussi veulent vendre leur projet, mais parlent souvent de Edge AI en 2027, tu vois, par exemple, ou entre 2027 et 2030. Donc une IA qui est capable de faire tout ce qu'on fait aussi bien que nous, grosso modo. Qu'est-ce que tu penses de ce concept et de cette timeline? Sur la timeline, je sais pas, je fais confiance aux gens qui bossent dans le domaine pour en tout cas envisager une timeline. Après, je pense que c'est toujours difficile de connaître le temps qu'il faut pour développer ce produit. Moi, un outil comme ça, la question qui va se poser, en tout cas pour un économiste, c'est comment on fait pour le diffuser. C'est-à-dire que c'est comme la voiture autonome. La voiture autonome, c'est super, ça marche bien, mais personne l'utilise. Parce que c'est très compliqué en fait de changer radicalement la manière dont on travaille, la manière dont on vit, avec les infrastructures qu'on a, avec les outils qu'on a. On n'a pas tous chez soi des objets connectés qui pourraient interagir avec une IA générative, une IA générale, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tous qu'on rachète des téléphones, des fours, des frigos, etc. Donc, tous ces trucs-là prennent du temps. Ensuite, le système bancaire, assurantiel va s'adapter parce qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on met en place tout ça, la régulation. Il y a plein de questions de toute façon concernant la diffusion de ce genre de technologie, quand bien même elle sera accessible. Ensuite, son coût. Et ensuite, des questions qui se posent évidemment, c'est est-ce que dans la question du développement de cette IA générale, il n'y a pas un facteur limitant qui va être nous.
notre capacité à comprendre à quoi ça sert, notre capacité à comprendre dans quelle mesure ce que nous propose cette IA est quelque chose qu'on sait appliquer. Et je pense que si on n'arrive pas à comprendre l'usage et l'intérêt, il va y avoir un frein à l'adoption. C'est peut-être pas spécifique à l'IA générative, mais il y a un problème avec les IA si elles deviennent trop intelligentes, c'est que non, on va plus comprendre ce qu'elles nous disent et en fait, on va plus comprendre l'intérêt de les utiliser, quoi, concrètement. C'est un peu comme aux échecs, quand les IA à l'échec donnent des coups complètement incompréhensibles par les humains et en fait, personne n'utilise ces coups-là parce que les humains, on comprend pas à quoi ils servent. Et je pense que bon voilà, après je suis pas du tout, moi je connais pas, je suis pas expert du sujet d'IA générative intégrale, hein, mais enfin AGI pardon, j'ai pas mis les bons artificial intelligence générale, mais voilà, je pense qu'il y a des freins qu'il faut pas omettre et quand on est ingénieur à Silicon Valley, on pense que à la question technique, au challenge technique scientifique, effectivement peut-être qu'il peut être contourné, mais on pense peut-être moins aux autres freins économiques, régulatoires, etc. Non, mais tu as totalement raison, Antonin, et merci de rappeler ça. Je pense qu'il y a deux axes. Hein. Il y a la performance de ces modèles, de ce qu'ils peuvent faire, de la progression et tout ça. Et de l'autre côté, il y a l'adoption, en effet. Et si l'adoption, elle n'est pas là ou que les gens ne veulent pas utiliser, malheureusement, en tout cas, on va pas avancer énormément avec ces outils. Ça, c'est évident. Merci, Antonin. Dernière question. Est-ce que tu as un livre de science, un livre à nous recommander ou un film à nous recommander pour les vacances de Noël bien méritées? Tu peux me dire un truc de science-fiction, hein, mais comme tu veux. Voilà, on t'écoute. Alors, sur l'IA, il y a un livre qui est sorti récemment par Daron Acemoglu qui s'appelle Power and Progress, qui, je pense, qui a été traduit en français, qui doit s'appeler Pouvoir et Progrès, probablement, qui s'interroge un peu à la question des nouvelles technologies et leur impact sur la société. Il y a le rapport IA interministériel, c'est pas de la super lecture de plage, mais donc, qui a été présidé par Philippe Aghion notamment, et Anne Bouvreau, qui est sur l'IA, qui pose vraiment, qui fait un peu le tour du sujet de manière très intéressante. Vous pouvez vous le mettre dans votre notebook LM au cas où, hein, aussi, si vous voulez. Voilà, on peut faire un podcast avec notebook LM. Et sinon, il y a un livre qui est un peu daté, mais je pense que les questions qui sont évoquées dedans sont toujours intéressantes. C'est le livre de Robert Gordon qui s'appelle, alors en français, je crois que c'est Grandeur et déclin de la croissance américaine, qui parle en fait de l'impact des technologies sur l'économie. Alors, il a été écrit en 2012, donc il ne parle pas d'IA générative du tout. Il ne parle pas d'IA du tout d'ailleurs même, mais il parle de technologies numériques et en fait comment ces technologies et pourquoi ces technologies n'ont pas eu les mêmes impacts sur l'économie américaine, mais ce serait vrai en Europe, que par exemple l'électricité, que le pétrole, que la machine à vapeur, etc. Alors qu'on a l'impression que ça a bouleversé nos vies, qu'on a changé complètement la manière de produire, de vivre. En fait, finalement, on s'est pas autant enrichi et autant développé que pendant les précédentes révolutions industrielles, et il interroge ça de manière assez intelligente. Merci beaucoup, Antonin. Écoute, moi si j'ai un petit peu de temps là sur les vacances, tu vois, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, réviser mes révolutions industrielles, enfin l'électrification de la société, tu vois, ces grandes vagues précédentes qui sont arrivées. Moi, j'imagine que tu vois, l'IA est un peu une nouvelle infrastructure, on va dire, qu'on est en train de déployer, que demain on en aura un peu partout autour de nous, comme on a Internet, l'eau courante, l'électricité et tout ça. Et je pense que c'est hyper important de comparer par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et peut-être juste pour dire un truc, lire l'histoire des technologies, c'est intéressant parce que les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles se posaient déjà au XIXe siècle, pratiquement sous les mêmes termes. Et en fait, à l'aube de chaque révolution industrielle, vous avez des angoisses sur est-ce qu'on va pas être dépassé par la technologie qui va rendre l'homme complètement obsolète, plus de travail, plus besoin d'être humain, et en fait, ça s'est jamais produit. Donc, t'as raison. Pas insulter l'avenir, mais c'est intéressant de se voir qu'on revient dans des cycles qui sont assez réguliers. Mais tu sais quoi, dans mes premiers podcasts, on m'a même fait la remarque aussi sur le nucléaire. Tu vois, le nucléaire tu vois, au XXe siècle,
Au début, tu vois, en tout cas, et pas sur des applications militaires, tu vois, mais sur le développement de l'énergie nucléaire, on me disait qu'il y avait, pareil, tu avais à une époque une énorme mode, que tu avais des gens qui créaient des marques de boissons nucléaires ou de slip chauffants, tu vois, nucléaires et tout ça. Enfin, tu vois, c'était la mode aussi, entre guillemets. On se disait que ça allait résoudre un petit peu tous nos problèmes. Et c'est vrai qu'avec quelques années plus tard, en effet, c'est toujours important de prendre un petit peu de recul sur ces sujets. Tu as raison. Tout à fait. Antonin, mille merci pour cet épisode. C'était passionnant. Merci. On va suivre tes recherches avec énormément d'attention. Si tu fais travailler GPT-o1 Pro bientôt sur un nouveau sujet ou GPT-6, on sera ravis de le savoir. Non, en tout cas, c'est super intéressant. Merci Antonin. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.